Les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on est au salon de l'auto de Bruxelles, le salon là de 2025. Aujourd'hui, on va faire le tour du salon. Alors ça va aller assez vite. Pourquoi? Parce qu'il y a assez peu de nouveautés et en plus, on va se concentrer sur les nouveautés uniquement 100% électriques de ce salon. Alors il y a assez peu de nouveautés. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs mois, et d'ailleurs il n'y a pas très longtemps finalement, c'était le salon de l'auto de Paris. On avait fait le tour du salon. Là, il y avait beaucoup de nouveautés. Ici, on est à Bruxelles. Il y a un peu moins de nouveautés, mais vous allez voir, il y a quand même 2-3 exclusivités. Donc, on commence le tour du salon, je mets une petite caméra embarquée et on fait ça tranquille à la cool comme d'habitude. Abonnez-vous et c'est parti. Bon les amis, on commence tout de suite cette petite visite du salon par, comme je vous disais, l'essentiel. On va vraiment présenter uniquement les nouveautés. Chez Tesla, alors il y a une nouveauté que j'avais déjà découvert à Paris, c'est le Cybercab. Alors j'en profite pour vous en parler maintenant parce que quand je l'ai découvert à Paris, j'en ai pas fait de vidéo YouTube dédiée parce que je trouvais que ça avait pas vraiment d'intérêt, mais là c'est peut-être l'objectif. Donc Cybercab, c'est quoi? C'est le futur selon Tesla. C'est le fameux taxi 100% autonome. Donc il n'y a pas de volant, il n'y a pas de pédale dans la voiture. Le but c'est vraiment d'avoir une voiture 100% autonome qui repose donc sur le fameux FSD de Tesla. Voilà, le but c'est un petit peu finalement de proposer un véhicule type taxi, un type VTC mais sans chauffeur dans les grandes villes, etc. Ce qui sera surtout intéressant sur cette voiture, c'est le style évidemment très très futuriste, avec le bandeau à l'avant, la couleur dorée assez dingue, et surtout à l'arrière aussi, le design, voilà. Et en fait, finalement, ce qui est intéressant, c'est comme je vous dis, c'est le design, parce que c'est le design qu'on retrouve sur le modèle Y restylé, qui vient d'ailleurs là aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, qui vient d'être dévoilé en Chine, et on voit qu'effectivement, on retrouve ce style-là, avec le bandeau à l'avant en un seul morceau, et à l'arrière, le bandeau, là aussi en un seul trait, en un seul morceau, le bandeau de feu, avec une sorte d'effet de projection qui est assez réussi. Donc finalement le Cybercab est pour moi juste un petit peu une étude de style plus qu'un vrai produit qui sortira, puisque clairement ce produit déjà quand on voit le niveau des aides à la conduite, le niveau du FSD, alors certes il est très performant, mais est-ce qu'on peut vraiment pour l'instant l'utiliser en conditions réelles avec de vrais humains dedans, dans les villes, etc. Alors peut-être que ça marche aux US, mais en Europe j'ai vraiment un gros doute. Et surtout aussi, autre point, c'est je pense pas que les chauffeurs de taxi et de VTC vont se laisser faire. Je pense pas qu'ils vont se laisser faire par un produit sans chauffeur qui donc détruit leur boulot, leur métier. Donc voilà, j'ai très peu d'espoir, même si le produit est quand même plutôt intéressant et c'est plutôt cool de l'avoir ici sur ce salon. On a le Cybertruck là-bas, modèle Y, modèle 3, mais ça c'est tous des produits qu'on a déjà découverts lors du mondial de Paris. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est le futur là, ces taxis un petit peu autonomes, etc. Est-ce que c'est l'avenir ou pas? Bonne question. Finalement les amis, l'une des plus grosses nouveautés de ce salon, ce sera chez Toyota. Alors oui, clairement Toyota, j'en parle assez rarement sur la chaîne, parce que c'est pas là où on trouve les modèles les plus intéressants, d'autant plus que Toyota, forcément vous le savez, c'est beaucoup d'hybrides. Mais là, ça y est, Toyota se lance forcément dans l'électrique, et c'est l'une des marques finalement qu'on n'attendait pas vraiment sur ce segment. Alors là, ici, on a l'Urban Cruiser. L'Urban Cruiser, c'est assez rigolo de noter que c'est en fait un Suzuki e-Vitara qui a été finalement rebadgé, remodelé, voilà, à la sauce Toyota. Moi personnellement, je pensais que c'était l'inverse. Je pensais que c'était le Suzuki qui était finalement un modèle rebadgé par rapport à Toyota, mais en fait c'est du coup l'inverse. Donc peut-être que Toyota avait un tout petit peu de retard sur ce segment-là, mais en tout cas, il le rattrape avec ce modèle-là, donc Urban Cruiser. Clairement, c'est une sorte de Yaris Cross en plus gros, ou alors de mini BZ4X plutôt. Donc on a un style un peu baroud avec vous voyez les gros contours de roues en plastique, une face avant assez massive, c'est plutôt réussi. Et clairement Toyota est l'une des marques qu'on n'attend pas. Pourquoi? Parce que quand l'électrique là a explosé, on va dire dans les années 2020, 21, 22, etc. Toutes les marques se sont jetées là-dedans, donc c'est bien, ça c'est cool. Mais Toyota, eux, ont pris un peu de recul et ont clairement attendu. Et en fait, Toyota attend un petit peu le bon moment, le bon timing. Et le bon timing, c'est pas encore tout à fait maintenant. On sait qu'ils sont en train de préparer une gamme dédiée à l'électrique chez Toyota, et une gamme qui sera quand même plutôt intéressante, avec des produits je pense qui seront efficients, avec des batteries très performantes, notamment les batteries solides, etc. Donc Toyota attend un petit peu, Toyota temporise, et Toyota temporise justement avec l'Urban Cruiser qui franchement a l'air plutôt intéressant. Alors je sais qu'on aura 2 packs de batteries, j'ai plus les specs exactement en tête puisque là il n'y a pas de fiche produit non plus, mais je crois qu'on est sur une 40aine de kWh
ou une soixantaine de kilowattheures. On a des versions 2 et 4 roues motrices avec un positionnement de prix qui a l'air plutôt intéressant là aussi. Et un SUV qui a l'air plutôt habitable. Regardez, il est assez grand quand même. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus petit. Bon, par contre, c'est très très plastique. On le voit et là, on dirait même que c'est une version qui n'est pas totalement finie. Parce qu'on voit 2-3 petits détails de finition qui sont pas terminés. Mais voilà, on a déjà globalement une idée du futur modèle. Voilà, bandeau de feu. C'est plutôt bien fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que clairement, Toyota peut faire un bon carton avec ce petit SUV là. C'est un petit peu le segment finalement que les gens veulent, que les gens attendent aussi. Voilà, c'est des petits modèles pas trop chers et plutôt bien équipés. Voilà, donc ça c'est l'une des grandes nouveautés du salon. Alors assez marrant de noter que chez BYD, on m'avait beaucoup reproché l'année dernière, enfin en octobre dernier, au Mondial de l'Auto, que je n'ai pas montré le stand BYD. Alors on a été sur le stand BYD, mais en fait la plus grosse nouveauté, qui est donc le Sea Lion, le Sea Lion était encore bâché, donc j'ai pas pu le découvrir. Et il y avait une autre nouveauté, c'était de l'hybride. Donc l'hybride, vous savez, on s'en fout, sur la chaîne on présente que de l'électrique. Alors le Sea Lion 7, alors chez BYD, s'il vous plaît, encore une fois les noms d'animaux de mer là, Sea Lion c'est Otari je crois, les gars. Mais j'avoue que ça sonne un peu mieux que Dolphin. Sea Lion c'est quand même plutôt stylé. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc c'est la plus grosse nouveauté, c'est le Sea Lion 7. Donc en gros c'est une Seal mais version SUV, on a regardé les petites optiques là à l'arrière, plutôt sympa. Au niveau du look, je vais être honnête avec vous, j'aime plutôt bien ce Sea Lion 7. Donc BYD, le nom, oh là là, par contre le nom est immense à l'arrière, ça fait beaucoup je trouve, ça fait assez chargé. On a les poignées escamotables, le BYD design. Bon, au niveau du prix, ici on est sur un modèle donc à 58 000 euros. Bon, on a quand même une grosse batterie, on est à 91 kWh, 390 kW de puissance, donc ça fait 530 chevaux et à peu près 500 km d'autonomie. WLTP, voilà, donc ça c'est la plus grosse nouveauté de chez BYD. Un petit mot à l'intérieur. Bon, chez BYD c'est toujours globalement bien fini, en tout cas à l'intérieur, c'est plutôt bien fait. Regardez, bon, les matériaux sont plutôt valorisants, les sièges, etc. C'est plutôt sympa, même si voilà, il y a encore de grosses lacunes, faut être honnête sur le plan technique. On a déjà vu des premiers retours avec des problèmes de charge par temps froid. C'est quand même un comble pour le fabricant numéro 1 des batteries quand même. C'est très étonnant même. Même problème de soft sur les premières versions du Sea Lion qui sont déjà dispo à l'essai, mais forcément moi je ne le testerai pas pour le moment en tout cas. Donc voilà. En tout cas plutôt intéressant de le découvrir ici en statique. Mais pourquoi pas un essai plus tard dans l'année avec ce Sea Lion 7 si BYD veut bien m'en prêter. Pour un modèle un petit peu plus grand, vous avez le Tang avec 108 kWh de batterie. Voilà, c'est le modèle un petit peu qui a été restylé. Voilà, c'est la taille du dessus quand même, c'est quand même beaucoup plus gros. Voilà, le Tang énorme. Bon, autant la face arrière j'aime beaucoup, ça fait assez premium, ça fait plutôt réussi. Mais la face avant, ouais, un peu plus fade. Voilà, bon, gros SUV quoi. 100 kWh de batterie, c'est limite un petit peu petit là-dedans. Il faudrait du 130, 150, facile. Et autre dernier petit point chez BYD, on a l'Atto 2. L'Atto 2, parce qu'on avait l'Atto 3, alors on a l'Atto 2, donc un modèle un petit peu plus petit, et ça ressemble un petit peu, ça me fait penser justement au Toyota Urban Cruiser, c'est un peu la même philosophie de véhicule un petit peu, voilà, SUV urbain, toujours le BYD design. Regardez, c'est pas mal l'Atto 2. Regardez un petit peu, on a l'écran vertical, toujours un petit peu la même philosophie chez BYD avec les sièges, etc. Bon, ça a l'air mignon. Bon, après, est-ce que c'est bien placé en prix, etc. Ça reste à voir, mais en tout cas, ça a l'air plutôt réussi. Et d'ailleurs, ça arrive en février, je vois. BYD, putain, belle gamme maintenant. Regardez, le stand est quand même immense. On a une belle gamme, il y a beaucoup de modèles, beaucoup de choix. C'est quand même plutôt sympa. Alors chez Xpeng, il n'y aura pas de nouveauté. En tout cas aujourd'hui, puisqu'on avait tout découvert déjà au Mondial de l'Auto. La plus grosse nouveauté, c'était la P7 Plus. Et là, au moment où je vous parle, hier, il y a eu 2-3 news. Alors c'est pas officiel. Enfin, c'est officiel sans lettres, on va dire. Mais Xpeng a dévoilé en Chine, enfin en tout cas des premières images sont sorties du G7, donc le modèle un petit peu au-dessus du G6, et le G7 a l'air vraiment pas mal. Bon, je pense que ça sera la même base que le G6, base qui est d'ailleurs très très bonne, 800 volts, etc. Et le G7 qui n'est donc pas présent ici, c'est vraiment un modèle plus sympa avec un design plus réussi pour moi par rapport au G6, plus sportif, plus de personnalité, voilà. Mais la grosse nouveauté, c'était la P7 Plus, voilà, qu'on avait découvert, mais encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo du Mondial pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Petit mot, les amis, sur une marque, donc juste à côté du stand de Xpeng, c'est Joaeco. Alors je sais pas comment ça se prononce exactement, ça doit être à mon avis une marque chinoise qui débarque. Donc là, on est un peu dans un thème tout terrain, vous le voyez, avec des véhicules un peu baroudeurs. On a de la pierre, du bois, des cailloux. Ah, c'est du PHEV, je vois. Alors c'est hyper marrant, regardez. PHEV, et là regardez. Est-ce que ça vous ferait pas penser au Nissan Ariya
vu de ce côté-là. C'est exactement la même coupe que le Nissan Ariya. Les gars, vous abusez. Alors, donc là, on a le Nissan Ariya, mais version cheap. Ouais, le bruit de la portière et tout, ça fait vraiment cheap. Hein. Faudrait le tester, mais bon, regardez l'intérieur. Alors visuellement, ça marche toujours bien. Globalement, hein, ce qu'on remarque chez les nouveaux constructeurs chinois, c'est que visuellement, c'est toujours réussi. Maintenant, quand on creuse un petit peu, on le voit, les plastiques, ça brille. Ça fait vraiment pas très quali, hein, faut être honnête. Les matériaux, la porte, tout ce qu'on touche. Bon, et l'écran, bon, ça c'est très à la mode, hein, cette double dalle là. Alors, on verra un petit peu ce que ça donne. Pour l'instant, on va pas s'attarder dessus. Il n'y a pas d'annonce en France. Autant le design à l'avant, ça va, mais là, le logo, ça fait un peu tâche. Hein. Faudrait qu'ils soignent ça quand même. Hein. Les gars, c'est important, hein, la finition. Très important. Et c'est pareil, ce design là avec les feux dans l'angle, ça fait très Hyundai Kona. Les feux dans l'angle comme ça. Vous voyez, on parle beaucoup de l'invasion des marques chinoises, des marques inconnues, etc. Et regardez, là, on a des modèles. Donc ici, c'est la marque Liva. Ici, on a un modèle de chez BAIC. Alors c'est marrant, je pensais que c'était SAIC, le groupe SAIC. Mais il y a toutes des marques là, c'est inconnu au bataillon. Beijing. C'est vraiment les marques chinoises, là, regardez, qui percent là le marché. Hein. Elles arrivent, tac, elles veulent vraiment tout rafler. Bon, il n'y a pas que de l'électrique, il y a beaucoup de modèles hybrides, thermiques. Alors pourquoi les marques chinoises étaient un petit peu... Je me pose un petit peu parce que clairement la caméra est un peu lourde. Les marques chinoises, il y a quelques années, dans les années 2000, etc., elles voulaient venir sur le marché en Europe, là, percer, etc. Mais elles n'ont pas réussi. Elles se sont plantées parce que les normes sécurité, etc., n'étaient pas au niveau de leur côté. Hein. Les voitures se plantaient totalement aux essais crash test, aux essais sécurité. Donc là, ils ont eu le temps de bosser leurs produits, de les améliorer. Et là, maintenant, ils reviennent. Donc maintenant, ils ne se font plus retoquer du tout. Hein. Niveau sécurité, les marques chinoises, on est au niveau. Hein. Globalement, vous pouvez vous renseigner. On est quand même dans un véhicule quand même très sécurisant, un peu trop, parce que les aides à la conduite sont souvent horribles dans les voitures chinoises, beaucoup trop agressives et intrusives. Mais maintenant, elles ont juste à se faire un nom, en fait, à se faire une image. C'est ce qui manque clairement pour convaincre les gens, hein, faut être honnête. Là aussi, une marque qui commence, là pour le coup, à rentrer sérieusement. J'ai l'impression que ça commence à marcher pour eux. C'est la marque Hongqi. Alors Hongqi, c'est là aussi une marque asiatique, hein, chinoise. Hongqi, ils ont une gamme quand même qui s'étoffe un petit peu. On a du gros SUV et on a ce modèle-là, modèle qui est déjà sur notre marché. Enfin, en tout cas sur les marchés Pays-Bas, Belgique, etc. depuis quelques temps. Et il envoie quand même du lourd. Hein. Bon, on est sur un véhicule immense, très très statutaire. Et on a de la berline aussi, un type P7 Plus, voilà. Là aussi, un design assez classique. Je dirais qu'on est au même niveau que la P7 Plus au niveau du design, voilà. Ça a le mérite d'être plutôt efficient, plutôt efficace. Au niveau du design, ça va à l'essentiel. On n'aura pas accès à l'intérieur, mais là aussi, ça paraît très confortable. Alors, je sais pas ce que ça vaut par contre, parce que j'ai jamais testé. Aussi, bon, c'est pas une nouveauté, parce que vous les connaissez certainement, hein, c'est Lucid. Alors Lucid, on a la Lucid Air, on aura le Lucid Gravity, qu'on avait découvert aussi. Déjà physiquement, mais juste un mot sur l'implantation en Europe, j'ai demandé un petit peu tout à l'heure. Lucid, pour l'instant, donc ils sont pas en France, mais là ils commencent à s'implanter, notamment Pays-Bas, etc. Donc ça y est, ça arrive. Alors je crois que aux dernières nouvelles, la marque était pas en hyper bonne santé apparemment, mais bon, si ça implante en Europe, c'est qu'il y a quand même un petit peu d'ambition. Il y a quand même un petit peu d'objectifs. Donc regardez, on a déjà une implantation plutôt intéressante. Donc on a l'Allemagne, Belgique et là un petit peu dans les pays un petit peu plus nordiques. Hein, avec un service center à Oslo. Donc là, on a la Lucid Air en version Saphir, donc c'est la plus haute gamme. Les voitures, faut aimer, hein, c'est quand même très long, très immense, c'est gigantesque, c'est là aussi de la grosse berline. Mais faut aimer quand même, au niveau du style, c'est assez particulier, même on voit la découpe du coffre, etc. Je trouve que visuellement, il y a pour moi 2-3 petits conflits de design, je dirais. Même si dans l'ensemble, ça reste une assez belle voiture. Bon choix de Lucid, c'est d'avoir mis des batteries gigantesques. On est à plus de 110, 120 kWh dans ces voitures-là. Donc finalement, l'autonomie est gigantesque et c'est ce que les gens recherchent. Alors oui, je sais, on parle beaucoup de team petite batterie, d'efficience, de matériaux, etc. Mais il n'y a pas de secret. Hein. Quand tu mets une grosse batterie, bah, tu as une grosse autonomie. C'est quand même ce que recherchent les gens. Hein. Faut être honnête. Hein. Les gens veulent de l'autonomie. Et à ce jour, bah, pour avoir de la grande autonomie, il faut mettre de la grande batterie. Et ce qui est bien, c'est qu'elles sont aussi efficientes. C'est qu'elles consomment pas grand-chose. Donc on a le combo grosse batterie plus efficience. Du coup, on a des autonomies WLTP genre de 700 km. C'est absolument gigantesque. Pareil chez Volkswagen, bon ça s'épuise un petit peu, hein, ça s'essouffle. Pas de grande nouveauté, une plus grosse nouveauté ça sera l'ID2. Hein. Donc là on a l'ID2 GTI qui est sur le stand là en mode concept, hein, qui est juste là-bas au bout. L'ID2 GTI, ça va être un gros morceau hein, pour Volkswagen. Mais honnêtement, mis à part ça, on n'a rien de nouveau, rien de frais. Donc c'est pour ça que je vais pas m'étaler là-dessus. Chez Audi, hein, abonnez-vous aussi parce que l'essai de la 6
Ici en version Sportback, il y aura aussi une version Break. La version Tourer là, ça sera aussi en essai très prochainement sur la chaîne, donc abonnez-vous. Pareil, c'est un modèle qu'on avait déjà découvert. Ce que je peux vous dire rapidement, plateforme PPE, donc c'est la plateforme premium, celle du Q6 et celle du Macan. Une plateforme très réussie, hein, franchement. Peut-être pas super efficiente, mais plutôt réussie en termes de spec de recharge, de puissance et de taille de batterie. Les amis, chez Rimac, bon là on est un petit peu dans les modèles exclusifs, hein, parce qu'on est à côté de chez Bugatti. Rimac ici présente, alors je crois que c'est la Nevera, Rimac Nevera, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Donc une supercar 100% électrique, full carbone, totalement délirante. Ça je peux vous dire que quand on testera ça sur la chaîne, on sera à un niveau, parce que là clairement c'est encore du véhicule inaccessible et puis de toute manière ça va être inessayable, tellement trop bas, trop précieux, hein, tout en carbone, enfin ça a l'air quand même génial. Hein. Justement c'est pour ça qu'il y a Bugatti à côté, c'est pas un hasard, hein, parce que Rimac et Bugatti maintenant ne forment, alors pas ne forment qu'un, mais sont associés il me semble. J'allais presque oublier de vous parler du Skoda Enyaq, mais en version refresh. Mais bien regardez, ça c'est la version restylée qui vient tout juste d'être présentée. Donc en gros c'est la face avant qu'on retrouve sur le Skoda Elroq aussi, hein, globalement. Donc c'est la nouvelle identité de Skoda. Et clairement, ça lui fait du bien, parce que l'Enyaq, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Il commence à devenir un petit peu vieux au niveau du design. Là, on a quelque chose qui est mis à jour. C'est réussi, c'est moderne. Moi, j'aime beaucoup. C'est assez sobre, mais c'est plutôt efficace. Par contre, là où c'est un peu plus décevant, je dirais que c'est au niveau de la face arrière. À part la signature lumineuse qui change, regardez, il n'y a absolument aucun changement. Voilà, il n'y a vraiment aucun changement. Juste la signature lumineuse, et encore, faut vraiment le remarquer. Mais en tout cas, je trouve que c'est une plutôt belle évolution pour l'Enyaq, qui est toujours d'ailleurs disponible en version coupée et en version SUV comme là-bas. L'intérieur, ça vaut le coup de faire un petit tour aussi, puisqu'on a directement une évolution, 2-3 points d'amélioration, avec des touches physiques, l'écran qui est donc amélioré, donc avec la nouvelle interface. Ça fait plaisir, les finitions sont toujours au rendez-vous, c'est plutôt bien fait, plutôt réussi, mais voilà, ça reste un Enyaq, hein, donc voilà, ça ne fait pas rêver non plus. On garde la même plateforme, toujours du MEB, avec le nouveau moteur, 286 chevaux, la grosse batterie, donc de toujours 77 kWh. Mais voilà, on a un combo plutôt gagnant avec une voiture qui est plutôt efficace et efficiente aussi, ça c'est quand même cool, hein. L'Enyaq qui est quand même plutôt efficient honnêtement, même si c'est pas la meilleure voiture électrique du monde, ça commence à devenir un petit peu vieux, mais voilà, un petit refresh qui fait plaisir. Les amis, vous voyez, je vous parlais du Toyota Urban Cruiser, et ben là c'était la version donc Suzuki, hein, la version Vitara. Donc la version de base, hein, finalement. À voir comment seront positionnées les voitures au niveau des prix. Est-ce qu'on sera sur quelque chose de similaire ou pas? Mais en tout cas, vous voyez, la version Suzuki, c'est comme je vous dis, juste un partage de véhicules, comme ça se fait de façon très classique sur le marché auto. Hein. Exactement les mêmes specs, exactement les mêmes moteurs, les mêmes batteries. Faites au même endroit, j'imagine, voilà. Donc, grosse nouveauté de 2025. Bon, j'en profite entre deux stands là pour faire une petite aparté en voix off sur une nouveauté que j'ai complètement loupée. C'est la Renault Twingo. Je l'ai loupée, c'est complètement fou. Je m'attendais pas à avoir une nouveauté comme ça sur le stand de Renault, donc je suis passé à côté, je me suis même pas vraiment aperçu qu'elle était présente, mais c'est pas grave, on va en parler quand même, puisqu'on a l'intérieur de cette nouvelle Twingo en exclusivité. Puisqu'on est sur la deuxième phase du concept avec une légère évolution, on a 2-3 petits changements, donc le modèle se rapproche de plus en plus de la série, mais ce qui est surtout intéressant, c'est l'intérieur. Bon, globalement, on a un intérieur qui est une évolution de ce qu'on a déjà connu dans la R5. Hein. C'est globalement à peu près similaire au niveau du volant et certains boutons, etc. Mais il y a quand même 2-3 éléments intéressants, notamment les matériaux, les textures et les couleurs. Bon, ici c'est encore sous forme de concept, hein, bien évidemment, donc on n'a pas de photos, on va dire, complètement détaillées, des finitions terminées, on va dire, mais on a déjà un bel aperçu de ce que sera la Twingo. On a le grand écran central, le grand écran derrière le conducteur, donc on voit que pour une petite voiture, elle sera déjà très bien équipée, et on a quelque chose qui est plutôt sobre, plutôt simple, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a des rappels de couleurs de carrosserie extérieure dans la voiture, donc à mon avis, comme l'ancienne Twingo, si vous prenez une Twingo verte, l'intérieur sera vert, si vous prenez une Twingo blanche, l'intérieur sera certainement blanc. Voilà, on voit par contre que c'est quand même très plastique, donc à voir comment ça va rendre dans la vraie vie. En tout cas c'est dommage, je l'ai loupé, mais ça c'est de ma faute, hein. Malheureusement. Bon, on continue tout de même avec la suite de la vidéo. Aussi énorme nouveauté, hein, de ce salon. Bon, là aussi je fais vraiment une rapide présentation, une rapide découverte. Pourquoi? Parce qu'on en parlera là aussi très prochainement sur la chaîne. Tout ce que je vous présente ici, c'est des nouveautés 2025. Mais là, c'est la première fois que je le vois en vrai, c'est le Ioniq 9. Voilà, on connaît un Ioniq 5, Ioniq 6, et la gamme, forcément, s'élargit, hein, chez Hyundai. C'était prévu, hein, donc là, on est sur finalement le cousin technique du Kia EV9, mais clairement, il a l'air beaucoup plus gros, c'est assez rigolo. Bon, déjà la couleur, c'est assez particulier, ça fait
on a vraiment l'impression d'avoir une voiture là, statutaire, qui en fait à fond quoi. Même les jantes, ça fait vraiment pas Hyundai quoi. Ça fait vraiment pas Hyundai du tout. Ce qui est très marrant, c'est la coupe arrière de cette voiture. C'est hyper plongeant et finalement quand on se tient comme ça à l'arrière, la voiture est pas haute du tout. Donc on voit qu'il y a eu un vrai travail pour l'écoulement de l'air sur cette voiture, forcément tout électrique. Et regardez, on a vraiment toute une partie là noire, sombre, avec les feux qui font tout le tour de la voiture. Donc ça va en haut et ça redescend ici. Moi, ce que je reproche chez Hyundai, finalement, c'est le changement de design entre les modèles. Ce Ioniq 9 n'a rien à voir par rapport à la Ioniq 6, qui n'a rien à voir par rapport à la Ioniq 5. Enfin voilà, même si on retrouve quand même le gimmick là avec les petits pixels, je trouve qu'il y a une grosse différence entre les modèles. Même par rapport au modèle thermique de la gamme chez Hyundai. Voilà. Donc on voit qu'ils se cherchent encore un peu, mais en tout cas Ioniq 9, forcément énorme voiture, 7 places. À l'intérieur, on connaît le V9, là c'est la version Hyundai, donc c'est à peu près la même chose. C'est très habitable, très très bien fait, très intelligemment construit aussi. Donc clairement, ça sera une bonne voiture. Surtout évidemment pour le marché nord-américain, parce qu'ici en Europe, honnêtement, vous en verrez pas beaucoup. Ça va surtout plaire ici au marché US, etc. Mais ils le vendent quand même ici chez nous. C'est quand même plutôt intéressant, et c'est finalement par rapport au Santa Fe qui est là-bas, parce que le Santa Fe, vous voyez, il est tout au bout, on va aller le voir. Le Santa Fe, c'est finalement un modèle légèrement plus petit et surtout version thermique, enfin hybride maintenant, parce qu'il n'y a plus aucune voiture thermique maintenant, le thermique c'est fini. Là c'est le Santa Fe, et le Santa Fe c'est finalement une version pour ceux qui ne voudraient pas de l'électrique, vous voyez. Mais regardez la différence de design entre le Santa Fe et le Ioniq 9 qu'on vient de voir. C'est ce que je vous disais. Clairement, les modèles sont pas vraiment cohérents au niveau du design dans la gamme. Voilà. Ça, ce n'est que mon avis. On pourra en discuter dans les commentaires. Regardez les amis, je voulais juste vous montrer l'élection de la voiture de l'année. Regardez tous les modèles qu'on a. Donc on a le Junior, la C3, le Terramar, Duster, EV3, Inster, R5 et Alpine A290. Donc voiture de l'année, c'est pas uniquement le design. Donc c'est aussi les specs. Technique, etc. Donc à mon avis la C3 et le Junior c'est fini. Je pense que ça va être la R5. R5, quoique EV3 est quand même pas mal. Je l'ai actuellement à l'essai. EV3 est pas mal. Inster, je vais le découvrir là sur la route très prochainement. R5 ou A290. Dites-moi en commentaire. Bon, à mon avis, le résultat sera déjà tombé au moment venu. Alors, j'ai fait un tour en off tout à l'heure et j'étais obligé de vous parler de cette version-là. C'est Ford qui pète totalement un câble, qui propose une version sport d'un utilitaire électrique, puisque c'est le e-Transit Custom MSRT. Et MSRT chez Ford, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, c'est par exemple des sièges baquets de malades dans un transit. Ford, ils sont forts pour faire des véhicules sympas, sportifs, avec une bonne gueule. Donc là, on a le gros béquet, la couleur verte. Clairement, je valide. En plus, c'est électrique. Donc ça, c'est cool que MSRT arrive sur de l'électrique. Mazda aussi arrive avec du lourd, regardez. La Mazda 6e, pareil, tous ces constructeurs japonais là, on se dit ouais, ils sont à la ramasse. Même moi, je l'ai souvent dit, ils sont à la ramasse, c'est fini. C'est finito. T'inquiète pas que c'est pas finito du tout. C'est ça qui est fou. C'est que Mazda débarque avec une énorme nouveauté comme ça. Bon, c'est une grosse berline qui va coûter très cher. Mais Mazda, c'est faire de très très belles voitures. On ne remet jamais en cause le design des Mazda qui est toujours magnifique. Et ici, là, il débarque avec la 6e. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, très franchement. Je pense que les Japonais, alors déjà, ils se sont toujours, leur argument, ça a toujours été l'efficience. Donc je pense que clairement, leurs voitures électriques seront efficientes dans tous les cas. Je pense pas que les Japonais vont nous proposer des voitures qui consommeront énormément. En tout cas, peut-être pour les premiers modèles, mais les modèles à l'avenir, quand les gammes seront vraiment bien construites, avec une gamme complète, je pense qu'ils miseront tous sur l'efficience. Ils pourront pas se louper là-dessus, on les attend là-dessus les Japonais. On enchaîne les nouveautés et cette fois on est chez Fiat et c'est la première fois que je vois la nouvelle Panda qui repose donc sur la plateforme de la C3. Ça c'est vraiment bien fait, le câble qui est intégré dans la calandre, ça c'est vraiment cool. Très très bonne idée. Et on a le bandeau de feu avec les pixels, ça me fait un petit peu penser au design de chez Hyundai avec les pixels justement. Donc plateforme Smart Car, donc c'est la même chose que sur la C3, c'est-à-dire qu'on a 44 kWh de batterie et je crois 100 chevaux, un truc comme ça. Bon ici j'ai pas la fiche de spec, mais voilà, on a une centaine de chevaux et ici on est à 27 000 €, mais elle commencera sous les 20 000 € dans les versions les plus basiques, puisque là c'est déjà une belle version. Bon, on reste dans le même format par rapport à la C3, mais j'ai l'impression même un petit peu plus haut. Et clairement, c'est plutôt réussi. On revient un petit peu à la Panda de base, mais on revient un petit peu aux bases. Et clairement, ça peut être une bonne alternative à la IC3. Ici, on a vraiment une voiture qui est plutôt sympa, avec des couleurs peps. Et si on regarde un petit peu à l'intérieur, on a l'écran, double écran. Alors, c'est important pour Stellantis aussi, ce modèle, regardez, quand même beaucoup plus sympa que la C3. La C3 qui fait très plastique. C'est marrant que on a l'impression que Fiat est au-dessus
de Citroën en termes de qualité. Bon, par contre là, le plastique noir brillant, ça, c'est non merci. Bon, à mon avis, l'interface, etc., l'écran, c'est tout pareil. Évidemment, la recharge, c'est tout pareil, 100 kW. Pas beaucoup d'autonomie, malheureusement, là-dessus. Mais en tout cas, plutôt bonne surprise. Pareil, ce sera dispo à l'essai en 2025. Alors, juste en face, puisque là, on est chez Stellantis. Ça, c'est déjà cool que Stellantis soit présent sur place. Regardez, on a la DS numéro 8. Alors, selon DS, c'est la meilleure voiture électrique de la Terre, du monde. Il n'y a pas mieux. Voilà. Bon, clairement, effectivement, non. Je vais tout de suite remettre les pendules à l'heure parce que, bon, parlons du design. Commençons par le design. Ça envoie quand même du lourd. Beaucoup de contraste. Je dirais même assez chargé. Faut être honnête, ça en fait beaucoup. Peut-être beaucoup trop. Du noir brillant de partout. Bon, on aura évidemment plusieurs configs avec cette voiture. Là, on a une config de lancement finalement. L'intérieur, bon, on va essayer de jeter un œil parce que clairement, je fais pas trop les intérieurs, mais regardez, il y a tout le temps un peu de monde, surtout ici. C'est le seul modèle forcément dispo sur le stand, mais voilà, au niveau du design, c'est très chargé, ça en fait beaucoup, même si je pense que dans différentes versions, on pourra avoir quelque chose un peu plus sobre, un peu plus discret. Alors, au niveau de la plateforme, ici, on est sur la plateforme du i3008, donc c'est la STLA Medium, donc on a les mêmes packs batterie, les mêmes moteurs, etc. À savoir que, justement, DS annonce fièrement 700 km d'autonomie avec la voiture. Un petit plan à la volée, regardez à l'intérieur. Bon, c'est toujours bien fini chez DS. Regardez, on a le système son, les panneaux de porte, c'est bien fait, l'écran. Alors pareil, sur toutes ces choses-là, déjà au niveau de la plateforme, oui, on pourra peut-être avoir 700 km d'autonomie, mais honnêtement, ce sera difficilement atteignable, puisque c'est pas la plateforme la plus efficiente. La recharge, on n'a pas de 800 volts là-dessus, on est sur des plateformes 400 volts, donc à l'ancienne, il faudra compter 40 minutes pour une charge vraiment complète, une bonne charge avec la voiture, en courant continu. Et clairement, sur un véhicule de ce standing-là, on aurait voulu du 800 volts, de la recharge en 18 minutes, en 15 minutes même là-dessus. Et là, on est encore sur quelque chose qui est déjà dépassé en 2025. Mais alors, imaginez-vous, dans quelques années, ça va être chaud. Voilà. Aussi, autre point, au niveau de l'interface, je vous montrerai rapidement l'écran, on pourra peut-être retourner, mais clairement, l'écran reste très basique, très classique. C'est finalement un petit peu une version améliorée par rapport à ce que fait Peugeot avec le 3008. Et quand on voit que, par exemple, chez les Chinois, je suis bien placé pour en parler, j'ai un Xpeng G6 qui coûte 46 000 € à laisser pendant un an. Ici, on a 58 000 € pour cette DS numéro 8. Et ben, le G6 met une tempête, écrase complètement cette DS numéro 8 qui avec une interface qui a une interface très classique, très basique, pas hyper réactive, des fonctions très classiques, pas aussi agréable à utiliser finalement que ce qu'on pourrait avoir dans un constructeur chinois classique finalement. Alors vous allez me dire ouais Max t'es dur, t'aimes pas les Stellantis. Bah si, j'aime bien les Stellantis, mais c'est juste qu'on aimerait qu'ils aillent plus loin, qu'ils y aillent vraiment, parce que là clairement on n'a pas l'impression qu'ils aient vraiment envie en fait d'aller vers l'électrique. Alors les amis, là, je suis chez Mercedes. Bon, il n'y a pas beaucoup de lumière sur le stand, mais on a quand même une nouveauté. Alors, une partie de nouveauté, parce qu'elle est encore camouflée, mais c'est la nouvelle CLA, et la nouvelle CLA 100% électrique. Alors, Mercedes mise beaucoup, justement, sur l'efficience de cette voiture. Le but, c'est de proposer une voiture qui consomme peu. Alors, elle sera aussi disponible en thermique, parce que voilà, le marché prend un petit peu plus de temps que prévu pour passer tout électrique. Mais regardez, on a une CLA qui garde globalement le même design que l'ancienne. On reconnaît la CLA, mais à 10 km, avec la coupe, etc. C'est une voiture qui est quand même qui plaît, qui est maintenant connue sur nos routes, avec les anciennes générations. Et là, on a donc ce prototype de la CLA, donc électrique. Alors certains ont déjà eu la chance de prendre le volant, moi non, mais je pense que ça sera dévoilé donc cette année là. Donc voilà, c'est là sous nos yeux. On peut pour l'instant que profiter des lignes, pas vraiment du design, on remarque juste que les optiques sont rondes, un petit peu comme le concept car, mais à l'intérieur on n'a pas du tout de visuel, rien du tout. Et moi j'aime beaucoup les Mercedes, donc je suis très curieux de voir ce que Mercedes va pondre avec cette CLA toute électrique. Voilà, on espère qu'elle chargera vite, qu'elle consommera peu, voilà, espérons. Croisons les doigts. Donc les amis, voilà, on arrive à la fin de ce salon. Comme je vous dis, c'était un petit salon. Il n'y avait pas non plus énormément de nouveautés, mais c'est bien, c'est un salon à taille humaine finalement. En même temps, il n'y avait pas vraiment de raison d'avoir de plus grosses nouveautés. Il y avait Paris il y a quelques mois, donc forcément, ça aurait fait un petit peu doublon. Mais c'était quand même une plutôt bonne surprise, une plutôt bonne découverte. Dites-moi ce que vous en avez pensé et on pourra en discuter en commentaire. Beaucoup d'actu en ce moment sur la chaîne, donc abonnez-vous, il y a pas mal de vidéos. Elles sortent un petit peu les unes après les autres, mais il y a de l'actu, donc ça c'est cool. Abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!